L'éducation est aujourd'hui confrontée à une double crise de croissance et de transformation. Elle est en crise ici et partout dans le monde. Cette crise résulte du rythme de transformation extrêmement rapide du monde dans lequel nous vivons. Faut-il réinventer l'éducation? Telle est la question que nous allons aborder ce matin dans cette nouvelle édition de votre émission Sagesse Kamit, qui reçoit le patriarche Biloa ici, et donc c'est un plaisir immense pour moi de le retrouver à nouveau. Patriarche, bonjour et bienvenue sur Kemet Télévision, notamment dans l'émission Sagesse Kamit. Monsieur Nyamsi, c'est moi qui vous remercie parce que je vous l'ai toujours dit, chaque fois que j'ai à parler ou à agir pour les intérêts de notre pays et de notre continent, je suis véritablement à l'aise. Et je crois que c'est du reste le devoir de tout patriarche. Parce qu'il faut qu'on dise ce qu'on sait. Et lorsque Biloa ici parle, je ne parle pas de l'émotion, je parle des faits. Et ces faits doivent être vérifiés pour qu'on comprenne qu'il y a problème. Et précisément, à propos de notre thématique d'aujourd'hui, il y a véritablement problème. D'accord. Comment comprendre la notion d'éducation? Telle est la thématique, comme je vous l'ai dit dans mes propos introductifs, que nous allons aborder dans cette autre édition. Puisse Patriarche et nos ancêtres nous guider et nous accompagner tout au long non seulement de cette émission, mais également de continuer de te donner longue vie afin que tu partages ton expérience et ta connaissance avec nous et les téléspectateurs de Kemet Télévision. Ce dont je suis sûr, M. Nyamsi, c'est que je ne peux pas être séparé de nos ancêtres. Nous sommes toujours ensemble et ils nous protègent, ils me protègent et sûrement ils ont un problème. Ils ont un problème parce que la sagesse qu'ils nous ont léguée n'est pas utilisée. Nous allons tout le temps chercher ce que Socrate a écrit, ce que Hegel a dit, ce que Voltaire a écrit, mais lorsque vous demandez à un de ces savants ignares, qu'est-ce que ton grand-père a dit? Il ne connaît pas. Il n'en sait rien, mais il te parle de Socrate, de Hegel, de Voltaire, de... Non. Voilà le véritable problème. L'éducation aujourd'hui, tu l'as défini. Moi, je vais encore descendre plus bas. Pourquoi descendre plus bas? Peut-être avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet patriarche, nous allons parler de cet ouvrage justement de toi, Biloa ici, commissaire X, ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. De quoi parle cet ouvrage? Cet ouvrage a deux phases. La première, c'est ma vie. Et cette vie n'est pas du tout connue parce que j'ai eu la malchance d'être populaire en moins d'un an lorsque j'ai été nommé, ou lorsque j'ai été envoyé à la police judiciaire. Et j'ai été le patron de la police judiciaire du centre et du sud. Et je suis devenu rapidement une sorte de vedette. Il faut rappeler à tous les téléspectateurs qui nous écoutent que tu as été commissaire divisionnaire dans ce pays, le Cameroun. Non, j'ai été commissaire de police dans ce pays parce que je suis parti de l'École nationale d'administration et de magistrature et de l'École nationale, je suis allé à l'École nationale supérieure de police et que ce soit à l'ENAM, j'étais major, que ce soit à l'École nationale supérieure de police, j'étais major. Ça, c'est des choses qu'on peut vérifier. Ce n'est pas, comme on dit, à bon mentir qui vient de loin. Les archives sont là. Oui, les archives sont là. Je dis donc que je suis, quand on voit commissaire X, il y en a qui ne comprennent pas exactement ce que c'est. C'est que, pour une fois, les malfaiteurs, les Nangabougou, les voyous respectent quelqu'un qui les combat. Et c'est ainsi qu'ils me donnent le pseudonyme de commissaire X. Parce qu'à cette époque-là,
passé dans les salles de cinéma de la ville de Yaoundé du Cameroun un film dont le titre est Le commissaire X traque les chiens verts. Et comme il était formidable, ce sont les malfaiteurs qui ont dit ça c'est notre commissaire X. C'est ceux qui ne comprennent pas. Et je dis donc qu'il me respectait comme ma hiérarchie va me féliciter. Et tu le verras, on le verra dans le livre. Quand je reçois les félicitations, parce que le directeur de la police judiciaire, c'était M. Mbargangele. Et déjà à cette époque. oui, c'est lui qui informe la délégation que ça, c'est un élément. Vous verrez dans le livre. Pendant que je vous ai parlé de major par-ci, major par-là, et chaque fois j'étais affecté en complément d'effectif. Et c'est lui qui, après avoir dit à la hiérarchie ce que je valais, va faire en sorte qu'on me nomme comme patron de la brigade provinciale de police judiciaire du centre et du sud. Et là, je l'ai dit, je vais commettre le crime d'être populaire, c'est-à-dire de faire ce que les justiciables ou les citoyens attendent de la police. Or, cela heurtait des intérêts. Et mon livre explique comment de louer, je vais me retrouver à la prison de Konengi parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs, pas d'erreurs de fonctionnement, des erreurs qui heurtaient les intérêts de certains à l'intérieur de la Sûreté nationale et hors de la Sûreté nationale. Vous verrez par exemple que lorsque je reçois une lettre d'un prisonnier, il est allé à Konengi parce que c'est moi qui ai fait l'enquête, mais il me respectait, il m'écrit pour me dire, patron, je peux t'aider à démanteler le groupe qui vole les voitures à Yaoundé. Parce que moi-même, je faisais partie. Je prends cette lettre, je m'en vais montrer au procureur. Le procureur me dit, ok, vas-y, je vais donc aller prendre ce prisonnier pour l'amener parce que le donneur d'ordre de vol des véhicules à Yaoundé était à Mainganga et il s'appelait Aladji Garba Yaro. Nous allons y partir, je vais faire mon équipe, un officier, un inspecteur, et deux gardiens de la paix. On va effectivement trouver les voitures qui ont été volées. Et c'est là où je demande à ceux chez qui j'ai trouvé les voitures, mais les dossiers de ces véhicules sont où? C'est chez le patron. J'ai dit, qui le patron? Il dit, Aladji Garba Yaro. Je me rends donc là-bas et je trouve effectivement qu'il avait les dossiers de voitures. Et je vais d'ailleurs trouver dans ces dossiers de voitures quelque chose de très intéressant. Parce que quand j'arrive, le sous-préfet de Mainganga n'est pas là, c'est son adjoint qui nous reçoit. Et il était adjoint administratif. Café le matin, déjeuner à midi et dîner le soir. J'ai dit, mais bon Dieu, d'où peut venir l'argent à un gars, parce que les adjoints administratifs sont de la catégorie C. Et je vais comprendre lorsque j'irai prendre les dossiers de véhicules. Je trouve dans un des dossiers le reçu de ce monsieur, de l'adjoint, un reçu de 1 million que Aladji Garba Yaro lui a donné pour s'occuper de nous. Bon, bref, je vais arrêter tous ceux chez qui j'ai trouvé les véhicules. Et comme il n'y avait pas de commissariat de sécurité publique à Mainganga à cette époque-là, je gardais ceux que j'ai arrêtés dans les cellules de la gendarmerie. Et lorsque j'arrête Aladji Garba Yaro, quand je l'interpelle pour utiliser les termes corrects, je l'amène à la brigade. Le commandant me voyant venir, il me dit, monsieur le commissaire, tu vas où avec ce monsieur?
tu veux le mettre dans la cellule comme les autres? Je dis, mais bien sûr. Il me dit, non. Monsieur, non. Moi, je ne peux pas prendre la responsabilité de mettre Aladji Garba Yaro en cellule. Toi, tu vas partir à Douala. Moi, je vais rester ici. Je vais vivre comment? Et c'est ainsi, c'est raconté dans le livre. C'est ainsi donc que j'appelle ma hiérarchie pour demander, pour exposer le fait. On me dit, OK, laisse une convocation à Aladji Garba Yaro, ce que je fais. Et j'amène les autres, mes notes au point, à Yaoundé. Et ils vont prendre 20 ans de prison. Aladji Garba Yaro va me suivre et ce ne sera même plus moi qui va l'entendre. C'est le directeur adjoint de la PJ. Et il ne mettra pas une seconde en cellule. Il va rentrer à Meganga, mais les gens à qui il donnait le véhicule ont pris 20 ans. Et c'est là où ça commence à ne pas aller. Je vais aggraver le fait qu'on vous parle de la ligne 94 et 65. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui. Ma carrière a été brisée pour ça, parce que j'ai commis l'outrecuidance de lutter contre le piratage ou le siphonnement de ces lignes. Comment? À l'époque, lorsque un fonctionnaire se déplaçait, il était affecté ou bien allait en mission, on lui donnait les réquisitions. Et il donnait les réquisitions au transporteur. Et c'est le transporteur qui se faisait payer aux finances. On a donc conçu quelque chose de très ingénieux. Les gens de ce service, du service de dépenses communes, ont fait 2 gangs. Un gang était commandé par quelqu'un qui travaillait au service. Il s'appelait Waha Emmanuel. Je veux dire paix à son âme, même comme je n'aime pas cette formule, parce qu'elle est bête. On demande aux gens d'aller en paix, d'aller rester tranquille pendant que les autres... Bon, bref, Waha Emmanuel et l'autre gang, parce que c'est un gang à 2 têtes, était dirigé par l'imam de la mosquée principale de la briqueterie. Et pour couper court, je veux commettre l'erreur d'entendre l'imam et les Waha et les autres, parce que je me suis retrouvé avec un carnet de réquisition à moitié utilisé qui m'a été amené par une concubine des membres du gang et qui volait l'argent. Elle me dit, regarde, mon show, parce qu'il est devenu subitement riche, a estimé que ça ne valait plus la peine avec moi. Il faut prendre ma petite sœur. Et il sort donc avec ma petite sœur. Elle me donne et j'amène ce document voir Amadou Moustapha, vice-ministre des Finances. Je lui demande, Excellence, regardez ce qui se fait ici. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu me conseilles? Il me dit non. Comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Et je vais vous donner un conseil. Si vous saisissez l'argent dans cette enquête-là, n'envoyez pas l'argent en scellé, comme cela se fait. Pas, au parquet. Parce que l'argent que nous avons saisi lors de la CAN 72 a disparu jusqu'aujourd'hui. Donc, fais l'argent que tu pourras saisir, dépose-le au compte de conciliation du Trésor public. Et c'est l'erreur que je vais faire. J'ai saisi 2 millions, je m'en vais déposer au compte de dépôt et consignation. Dès que les gens du parquet sont informés,
3 jours après, commissaire en fonction, j'étais à Konangui. En tout cas, et maintenant, le problème, on a inventé deux affaires pour se débarrasser de moi. Je te montrerai le reçu du dépôt de 2 millions au compte de dépôt et conciliation du Trésor. Ouais. Mais malheureusement. Peut-être pour chuter, Patriarche, parce qu'on aura l'occasion de produire une émission où on va revenir notamment sur ton parcours. Tu as quand même depuis 80 ans aujourd'hui, ça, il faut le faire avec le recul nécessaire, la sagesse et l'expérience. Je suis certain que nous et nos nombreux téléspectateurs Niamsi, se délecteront, n'est-ce pas, de suivre ton histoire. Oui. Résumé dans cet ouvrage. Ne fais pas l'erreur c'est l'éducation d'ailleurs qui a introduit cette erreur. Je n'ai pas 80 ans, j'ai 82 ans. En fait, selon l'éducation, j'ai 81 ans. Mais c'est faux. Parce que je n'existe pas seulement au moment où je sors du ventre de ma mère. On a oublié qu'un enfant met d'abord 9 mois dans le ventre. Et on n'ajoute pas ça à son âge. On dit seulement il est né. Non, bref. Puisque Patriarche, je n'ai pas su que fine, il va naître. Il peut faire 9 mois dans le ventre et puis il sera mort-né. Mais à partir du moment où il n'est pas mort-né. On doit comptabiliser dans l'acte. Ok. Bref, pour chuter, j'ai gagné le procès et la Cour suprême m'a donné raison. Mais depuis 40 ans, personne ne veut me reprendre, personne ne veut me dédommager. Alors que tu verras la décision de la Cour suprême du Cameroun. D'accord. Le reste, c'est dans cet ouvrage, Bilo Haïssi, Commandant X, ma vie, ma carrière et la justice de mon pays. On va prendre une courte transition pour entrer véritablement dans le vif du sujet, comment comprendre la notion d'éducation, notamment en Afrique. Retour sur le plateau, comme je l'ai dit dans mes propos introductifs, vous êtes sur Kemet Télévision et c'est un nouveau numéro de votre émission Sagesse Kamite qui prend son envol. Nous avons fait incursion dans le jardin du patriarche Bilo Haïssi ce jour avec qui nous allons aborder une thématique des plus importantes, la notion d'éducation. Alors, patriarche, la rigueur de la science, veille qu'on définisse toujours les concepts avant de les développer. Comment peut-on comprendre la notion d'éducation? Avant de donner la définition de l'éducation, je voudrais préciser que je suis contre ce que nous appelions, lorsqu'on était à l'école primaire, l'agromologie. C'est-à-dire quand quelqu'un dit des gros mots, on dit « ouais, il fait l'agromologie ». Et j'ai évolué. On appelle ça le métalangage. Je suis contre le métalangage, surtout dans notre pays, où nous nous adressons à une population qui n'a pas besoin de métalangage. Une population qui a besoin des choses simples qu'elle puisse comprendre. Et c'est pour cela que maintenant aussi, je vais définir l'éducation comme n'importe qui peut le faire s'il a été à l'école, même s'il a fini seulement le cours moyen 2. Éduquer et se former l'esprit de quelqu'un, développer les aptitudes intellectuelles, physiques, son sens moral, apprendre à quelqu'un les usages de la société, les bonnes manières, développer une faculté ou une fonction particulière. Alors,
lorsqu'on a cette explication qu'on peut trouver dans n'importe quel dictionnaire français, on se rend compte que ce qu'on dit par des gros mots peut se dire de manière assez simple. Et effectivement, c'est former l'esprit de quelqu'un, développer ses aptitudes intellectuelles et physiques, son sens moral. C'est très, très important. Or, ceci suppose que ce dont je viens de parler vient de la communauté concernée. Or, l'éducation, notre éducation, vient d'où? Vient d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs un des problèmes fondamentaux de l'Afrique et notamment du Cameroun. Je n'aime pas beaucoup, je l'ai dit au départ, les citations. Parce que quand une citation peut tout expliquer du moment où elle est sortie de son contexte. Donc, il y a cependant certaines citations qui valent la peine d'être dites, d'être répétées. Et c'est ce genre de citation-là que je vais vous donner tout de suite. Elle est du philosophe Leibniz. Leibniz écrit que c'est lui qui est maître de l'éducation dans un pays pendant 50 ans est assuré d'être maître de l'avenir de ce pays. Ça, c'est d'une clarté et c'est d'une universalité. Et c'est d'une intemporalité qui fait qu'aujourd'hui, on peut à partir du Cameroun comprendre. Il y a des gens qui ont été maîtres d'éducation pendant 50 ans ici, et nous voilà, Niamsi et Bilo francophone, mais bon Dieu. Je suis francophone en quoi? Je n'ai ni le grand-père, ni mon père français. Et vous allez trouver des gens qui sont anglophones et qui sont dans les mêmes conditions que moi, ce sont nos frères. Nous sommes tous des frères. Et ceux qui ont écrit l'hymne national l'ont compris. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Mais malheureusement, l'éducation que nous avons eue nous a conduit à la division que nous vivons aujourd'hui et que malheureusement, pour mon pays, nous avons entériné avec la création de trucs comme le multiculturalisme, biculturalisme, ça veut dire quoi? Ça ne veut absolument rien dire. Le Cameroun, j'en profite pour dire, a besoin d'une langue nationale. Oui. Parce que nous sommes tous des frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça veut dire, patriarche, que les qualités que tu viens de citer, dans la définition du terme éducatif, on ne les retrouve plus au sein des Africains aujourd'hui, notamment de la jeunesse. Non, on ne peut pas les retrouver, puisque ce qu'on apprend à nos enfants, ce que nous avons appris, ce n'est pas de nos parents, ce n'est pas de nos ancêtres. C'est nous prenons au vol où on nous impose une structuration qui vient de très loin, des siècles et des siècles. Imaginez, aujourd'hui, j'ai demandé et jusqu'ici, je n'obtiens pas de réponse. Vous savez, le Camerounais dit Satan. Mais cherchez dans notre langue. Tu parles souvent avec des linguistes. Tu fais des émissions avec des linguistes. Ça n'existe pas dans notre langue. Nous avons appris que Satan, c'est le démon. Mais personne n'a vu Satan. Et à partir du moment où ce concept-là est inoculé dans la tête des gens, le Satan existe maintenant. Or, il n'existait pas avant.
Et on le verra dans le cadre de l'éducation. Moi, quand j'étais petit, on me disait la chose d'autrui n'est pas à toi. Et cela a été démontré par la vie que nous menions en famille, au village. J'ai l'habitude de le dire. Les maisons n'avaient pas de porte comme il y en a maintenant. C'était des écorces d'arbres qu'on mettait, qu'on posait et on calait avec un bois. On allait au champ, on revenait, on retrouvait sa maison intacte. Aujourd'hui, on a des portes en fer, des portes en bois, des cadenas d'une très grande dureté, mais qui sont coupés. Et alors qu'avant, nous allions au champ, on revenait, on trouvait notre maison comme nous l'avons laissée. Pourquoi? Parce que l'éducation donnée aux autres, à tous les enfants, a mené chacun à comprendre que si tu vas en brousse et que tu trouves un gibier dans le piège de ton frère, tu prends le gibier, tu viens de nos frères. Tu ne prends pas pour aller manger. Et quelque chose de très important, me semble-t-il, c'est que là, ces lois-là devaient être appliquées rigoureusement. Et si tu prends le gibier de ton frère, tu viens manger sans lui dire, tu meurs avec le ventre gros comme ça. Ça a un nom. En Eton, on dit bimboro. Tu meurs de bimboro. C'est-à-dire tu as volé et tu as mangé ce que tu as volé et tu es puni. Évidemment, cette punition-là est dissuasive que les histoires qu'on vient nous dire qu'il y a des punitions post-mortem. Quelqu'un ne peut pas te dire ce qu'il devient après la mort, mais il sait qu'on va te punir. Qui va-t-on punir? Le corps qu'on met en terre ou bien l'énergie qui nourrissait ce corps? Qu'est-ce qu'on va punir? C'est ça le rôle de l'éducation. Et c'est pour ça que nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes aujourd'hui. Regardez au Cameroun. Vous connaissez un ministre qui n'a que, il est vrai qu'on dit ça du ministre de l'AT, qui n'a que le CFE. Non, tous les ministres sont docteurs, ceci, professeurs, cela. Est-ce que ça marche très bien? Je ne crois pas. Nous avons des problèmes. Parce que ces gens-là, ils peuvent avoir des excuses atténuantes parce qu'ils ont été éduqués d'une manière qui n'est pas la nôtre. Notre identité, nous l'avons perdue à cause de l'éducation. Ça veut dire, patriarche, qu'il y a eu à une certaine époque ici en Afrique une éducation traditionnelle. Et si oui, quelle est la différence fondamentale avec l'éducation moderne aujourd'hui, entre guillemets? Il faut prendre deux situations. La première est que nous allions à l'école. Je prends à partir de moi. Nous allions à l'école à 7 ans. Il fallait atteindre 7 ans. Moi, jusqu'à 3 ans, j'étais encore maman. Et c'est une fois papa tombe malade, je profite pour... On l'amène à l'hôpital des Phoques. Et évidemment avec sa femme, c'est-à-dire ma mère. Et moi, je suis grand déjà, 3 ans, j'étais comme ça. Et maman me donne le sein. Et une sœur, une religieuse arrive. Écrit, quoi? Ce monsieur prend encore le sein? Et comme on respectait ce genre-là, nous pensions que c'était des modèles. C'est là où je veux cesser de têter. Pour revenir donc à la question, l'éducation que nous avons eue a eu un impact. Regardez, après qu'on ait assassiné les nationalistes camerounais,
il y a eu encore quoi? Plus rien. Parce que cela venait d'une éducation dont celle dont je parle. C'est-à-dire, ils savaient que mon pays, c'est mon pays, papa, c'est papa, maman, c'est maman, je respecte les trucs de droit de l'enfant. Si tu ne fais pas ce qu'on t'a dit, on te fouette. Et c'est d'ailleurs ce qu'aujourd'hui mérite le Camerounais. Si on ne prend pas le fouet, là, il y a une telle dégénérescence, il y a une telle déliquescence qu'aujourd'hui, pour qu'on revienne sur le vrai chemin, il faut la chicotte. Et la chicotte pourra être l'application stricte des lois de ce qu'on appelle la République. Encore que la République, ce n'est pas ce qu'on vous a dit au lycée ou bien à l'université. Ça veut dire autre chose. Nous allons y arriver. D'accord, Patriage. Peut-être avant d'arriver au niveau des avantages et des inconvénients des deux systèmes d'éducation de l'époque antique et de l'époque moderne, je vais te poser la question, celle de savoir comment perçoit-on l'éducation dite moderne aujourd'hui? L'éducation dite moderne aujourd'hui, d'une part, échappe aux parents. On va croire que je vais défendre les parents parce que je suis moi-même parent. Non, ça échappe aux parents. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt, la question ne m'était pas encore posée, que c'est à 7 ans qu'on va à l'école. On va à l'école sachant déjà parler sa langue et sachant compter. Lorsqu'on ne... Ça, c'est à l'époque antique. Oui, attends, vous allez voir. C'était une époque. Et quand l'enfant arrivait à la CIL et qu'on lui donnait un calcul à faire, on allait à l'école avec, on appelait ça les bûchettes. Il sait compter. On lui dit que 10 moins 7 égale combien? Il prend ses bûchettes, il compte, il enlève 7. Il voit qu'il reste 3, il met la réponse. Donc, il y a le fait que les enfants restaient avec leurs parents jusqu'à un certain âge. Aujourd'hui, on amène des bébés à la garderie. À 2 ans, 3 ans? Oui. L'enfant qui t'était encore à une certaine époque. Moi, j'étais déjà à l'école. tranquillement, j'étais ma mère à cette époque-là. Elle n'avait donc pas à se plaindre, comme j'ai entendu les femmes se plaindre hier, qu'elles ne savent pas ce que les femmes mariées veulent que elles qui ne sont pas mariées fassent avec leurs seins qui chôment. Bon, bref, nous, on restait avec nos parents. On avait, et le soir, la différence, le soir, on nous réunissait, on nous racontait des contes, de la tortue, du lièvre, du lion, et tout cela se terminait par des leçons. Et les enfants d'aujourd'hui n'ont plus cet avantage. Et l'avantage qu'ils ont et qui est mal exploité, c'est le téléphone, les réseaux sociaux, et qui ne sont pas une mauvaise chose en soi. Peut-être même avant d'y arriver, Patriage, quel est l'inconvénient d'envoyer un enfant aujourd'hui à l'école à partir de 3 ans? Y a-t-il un inconvénient à ça? Oui, il y a un inconvénient. Que les époques ont changé. Ah, les époques. Oui, les époques ont changé. Est-ce que ce changement nous est profitable? Les époques ont changé. Non, c'est pas. On ne doit pas envoyer les enfants à l'école avant 3 ans. Il faut que l'enfant parte à l'école en sachant parler sa langue, la langue de sa mère, puisqu'en fait, c'est ça. Donc, quand on ne le fait pas, l'enfant va vivre des concepts qui viennent d'ailleurs, comme j'ai parlé de Satan tout à l'heure. Nous n'avions pas ce mot-là dans notre langage. Et regardez ce qui s'est passé. Ce que les prêtres ne comprenaient pas, ils ont dit que c'était la sorcellerie.
Or, c'était la science. Ils ne comprenaient pas. Et ils ont dit oui, la sorcellerie. Quand ils disent ça, on dit oui, et la sorcellerie tue. J'ai dit arrêtez, arrêtez, arrêtez. Parce que la sorcellerie tue quoi? Dites-moi, qu'est-ce qui tue plus? Une bombe atomique ou la sorcellerie? La bombe atomique, bien entendu. Bon, la sorcellerie tue parce qu'elle est une science. Et que toute science est duale. C'est-à-dire, il y a le bon, il y a le mauvais côté. Il y a le hic et le yang. Donc, c'est comme ça la vie. On ne devait pas abandonner. Vous savez qu'on punissait les enfants à l'école parce que quelqu'un parlait sa langue? Oui, exactement. Mais à partir de ce moment-là, on te sort de ta communauté et tu deviens un étranger. Et l'étranger que nous sommes devenus est devenu franc-maçon, est devenu rosicrucien, est devenu chrétien, est devenu musulman. Quand tu dis à un chrétien de te démontrer que le Dieu dont il parle existe, il n'a rien. Rien, il ne peut pas. Sauf si il fait comme les philosophes jonglent. Ils disent que l'absence de Dieu, l'absence des preuves de Dieu ne prouve pas l'absence de Dieu. Bon, j'ai dit ceci. Nous avons un problème, et ce problème-là est que les parents ne restent plus avec les enfants. Ils ne peuvent même quand ils restent, les parents parlent français. J'étais à un deuil samedi. 2 bambins, 3 ans. 3 ans, 2 ans et demi, ils parlent déjà correctement. J'ai été étonné. Il y a un qui a touché un papa qui portait la fillette qui avait 3 ans. Il dit, ne touche pas, ce n'est pas ton père. Tu comprends ça? Nous ne savions pas ça. À Obala, je pouvais aller dormir chez Medjoussi, qui était banganté, sans que mes parents me demandent où est-ce que j'ai dormi. Et je ne pouvais pas dire au papa de Medjoussi que tu n'es pas mon père. Tu dis seulement oui papa. Va là-bas. Et d'ailleurs, voilà ce qui se passait. Si un adulte constate qu'un enfant a commis quelque chose de pas bien, il punit. Tout de suite, il n'attend pas que les parents. Et lorsque les parents sont informés, ils vont appliquer la même punition à l'enfant. Et à ce moment, l'enfant va respecter les aînés, l'enfant va respecter les parents et il va pas. Un enfant ne va pas dire comme j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, un enfant dit à sa mère, va là-bas avec ta malchance. Un enfant. Et l'enfant en question est à l'université. Alors, patriarche, est-ce le fait d'envoyer les enfants à l'école un peu plus tôt aujourd'hui que nous constatons fondamentalement la dépravation des mœurs, notamment au niveau de la jeunesse? Nous voyons dans nos établissements scolaires aujourd'hui en Afrique des enfants qui fument la drogue, des enfants qui font ce qu'on appelle des partous et toute autre chose néfaste à leur épanouissement scolaire. Est-ce la faute des parents? Est-ce la faute de cette éducation-là? Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Bon, mon cher Niamsi, la question est importante et elle mérite qu'on s'y attarde. Si nous ne voulons pas de dérapage aujourd'hui, c'est notre éducation qui doit être donnée aux enfants. Ce qui arrive, c'est l'éducation des autres. C'est l'éducation de
d'apprendre la sexualité aux enfants de l'asile et du cours préparatoire, où on prend le doigt d'un gamin de 3 ans, on met dans le sexe d'une fille du même âge. Et on dit à la fille du même âge de tenir le sexe du garçon. C'est vrai ça? Oui, monsieur. Oui, c'est exact. Et ça fait des problèmes, même déjà chez les dégénérés européens. Tout le monde n'accepte pas ça. Pourquoi se presse-t-on de dire à un enfant de 3 ans que ton sexe là, on peut mettre quelque chose dedans? Ça sert à quoi? Donc, le fond du problème est lequel? C'est que nous sommes confrontés à une éducation qui n'est pas la nôtre. Je voudrais dire, pour que la France arrive à ce qu'ils appellent la République, la France a vécu de royauté en royauté. Et les choses se sont formées. Et après un siècle, 2, 3 siècles d'un système, les gens finissent par avoir quelque chose qui est accepté par tout le monde. Et c'est comme ça que, après les royautés, on arrive à ce qu'on appelle la République. Et cette République est donc la conséquence d'une sorte de sédimentation des us, des coutumes, des pratiques. Mais pourquoi voulez-vous prendre ce qui a été, par exemple, formé en France pour l'appliquer au Camerounais? Nous n'avons rien de commun. Absolument pas. Nous n'avons rien, je dis bien, rien de commun. La déchéance aujourd'hui, qui veut que... bon, je prends mon cas. Depuis que la République des francs-maçons et des rosicruciens a décidé de se débarrasser de moi, personne ne demande comment je vis. Je vis parce que j'ai des enfants. Si je n'avais pas d'enfants, si je n'avais pas une femme, je serais mort depuis longtemps. Donc, regardez la différence. En France, par exemple, Jacques Attali, un grand, qu'est-ce qu'il propose? Il propose qu'on élimine les vieux. Quand tu as dépassé 50 ans, tu n'es plus utile, tu n'es plus utile, il faut qu'on t'élimine. Ignorant que lui-même va dépasser 50 ans, qu'il a dépassé 50 ans. C'est par cette manière de faire, par cette manière de penser, qu'il y a des maisons de, comment vous appelez ça, où on laisse des retraites. Et il y a même les EHPAD. Mais Patria, est-ce que le problème n'est pas aussi les Africains? Je vais prendre un exemple du peuple, je vais prendre l'exemple du peuple chinois par exemple. Quand la jeunesse chinoise va à l'étranger, notamment en Occident, pour apprendre, cette jeunesse-là ne prend que la connaissance, mais laisse la culture, parce que la culture, elle en a chez elle. Elle laisse les mœurs, parce qu'elle a, n'est-ce pas, une façon de les pratiquer chez lui. Mais pourquoi est-ce que l'Africain, lui, pas prendre à la fois la connaissance, la culture et les mœurs pour que cette éducation soit complètement pervertie aujourd'hui, patriarche? Le Chinois va à l'extérieur avec la culture chinoise déjà dans la tête. Le Camerounais, puisque nous sommes Camerounais, va en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec la culture des autres dans la tête. Mais est-ce que lui aussi n'a pas eu la culture de chez lui avant d'aller en Occident? Non. Voici le fait. Ce n'est pas pour faire en sorte que nous ne soyons pas responsables. Exactement. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables, je commence par là. Nous sommes responsables. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas à l'école,
tu apprends des tas de choses. Et tu es donc capable de cogiter et de discerner. Mais j'avoue qu'au départ, lorsque un parent aliéné donne un enfant, il y a 90% de chances que l'enfant soit aussi aliéné. Mais bien sûr, puisqu'il va suivre ses parents. Monsieur, je portais le nom, je vais te montrer mes diplômes, je porte le prénom de Zacharie. C'est quoi cette bêtise? C'est quoi Zacharie? Ce sont mes parents qui m'ont mis là. J'ai dit, papa savait se déplacer sans prendre d'engin. Je vais à Douala, il est à Douala après quelques secondes. Mais lorsqu'on a fini par le contraindre à comprendre que c'est de la sorcellerie, il a laissé tomber. Et il n'a pas laissé ça à ses enfants. Or, ça aurait été très utile si on pouvait faire ça. On envoie le ministre des Finances, disparaît, il va prendre les héros en France, à la Banque de France, il l'amène ici sans que quelqu'un sache. Nous communiquions, nous, que tu sois à 10 000 km, rien que par l'eau. On mettait l'eau dans un récipient et vous voyez, vous parlez comme au téléphone, comme l'appel vidéo. C'est-à-dire, vous voyez votre interlocuteur. Interlocuteur, vous bavardez. Est-ce que vous savez ça? C'est parti où? C'est parce qu'il y a eu deux facteurs criminels. C'est l'Inquisition et les croisades. On a forcé les gens à accepter des choses qui n'étaient pas de leur culture, qui n'étaient pas de leur cosmogonie. Et c'est des gens comme papa, par exemple, qui avait cette recette qui pouvait voyager, aller à Douala en une fraction de seconde. Il faut avouer quand même aussi que cela a été intelligent de persuader les gens comme papa, puisque ce n'est pas par la force qu'on lui a demandé, n'est-ce pas, de renoncer à cette pratique-là. Oui, c'est pas la force. Si tu ne te fais pas baptiser, non seulement tu ne vas pas te marier à l'église, tes enfants ne vont pas à l'école. Il y avait donc une pression sur nos parents quand ce n'était pas une pression physique brutale. Je vous dis, mon papa était upéciste. Là, il n'a pas lâché. Mais il en est mort. Parce que, je l'ai dit chaque fois, je l'ai dit aussi dans le livre, j'explique à quel moment papa a dit au commandant de brigade français à Bala que je suis upéciste jusqu'à mourir. Le français a compris que là, avec ce genre de type, il n'y a rien à faire. J'ai dit, l'Inquisition a imposé des choses. Les croisades ont imposé des choses. Et quand on veut aujourd'hui faire croire aux gens que oui, est-ce que c'est nous qui avons demandé aux gens de vendre? Ils étaient forcés de le faire. Parce que nous n'avions pas de raison de nous fabriquer des armes de destruction massive. Et nous n'avions pas de raison de nous déplacer. Parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour vivre. Ces gens-là se sont déplacés. Comme tu as dit tout à l'heure. Ces gens-là se sont déplacés parce qu'il n'y avait rien. La preuve aujourd'hui, c'est l'Afrique qui a toutes les ressources du monde. Et ils se sont déplacés parce qu'ils étaient sur un sol pauvre. Ils se sont armés parce que c'était la seule manière de survivre dans un environnement hostile. Donc, quand on donne tort aux gens, il y en a qui, effectivement, sont responsables. Ils sont responsables parce qu'ils ont été à l'école et ils devraient comprendre. Lorsqu'on observe la marche du monde, on doit comprendre que nous avons été
floué. Mais regardez la dernière astuce en politique. C'était de mettre le grappin sur les chefs d'État africains et de les mettre dans les loges. Ce qui a bien marché. Mais ça marche à merveille, puisque dans la loge, tu obéis au patron, c'est-à-dire au vénérable, au grand maître. C'est tout. C'est comme en religion. Le prêtre obéit à l'évêque, l'évêque obéit au pape. Au cardinal, le cardinal, le pape, ainsi de suite. Dans la nomenclature de l'Église catholique. Et effectivement, et il n'y a pas moyen de faire autrement. Faire autrement, c'est démissionner. Or, lorsque tu es devenu prêtre, c'est-à-dire que tu as fait l'école primaire, tu as fait l'école secondaire, et tu fais 7 ans d'école supérieure pour être prêtre, et tu n'apprends que cela, il est difficile que tu coupes la branche sur laquelle tu es assis. Même si tu sais, et tous les prêtres savent, que ce qui nous racontent sur Dieu, c'est des blablabla. Oui. En tout cas, le Dieu anthropomorphe. Il faut que ce soit clair. Parce que le Dieu, nous le savons, nous. Je peux répondre comme un savant, quand on lui a demandé s'il croit à un Dieu. Il a dit, je crois au Dieu de Spinoza. Et le Dieu de Spinoza, c'est la nature. Et ce Dieu-là nous montre au Cameroun en ce moment qu'il est le plus fort, qu'il fait ce qu'il veut. Quand on l'agresse, il répond. Et sa réponse est sans réplique. Vous ne pouvez pas. Il n'y a même pas de parade. Donc, monsieur, ne nous cachons pas. Je pourrais, et d'ailleurs je crois qu'on le fera, on va le faire un jour. Vous pensez que lorsque le pape Nicolas V, de son vrai nom Tommaso Parentuccelli, il fait sa bulle, il demande aux Africains, il demande quelque chose aux Africains. Le papal de 1454. Oui, oui. De 1900. Oui, oui. Vous pensez que lorsque à Berlin, on décide de la partition de l'Afrique comme un simple gâteau, on a demandé quelque chose aux Africains? Encore aujourd'hui, puisque nous ne voyons aucun pays africain dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, vous prenez, d'où sortez-vous la responsabilité de l'Africain après toutes ces manœuvres, après tous ces goulots d'étranglement? Vous sortez où la responsabilité de l'Africain? Il avait le choix. Ou il fait comme les colons, le colonisateur veut, ou on les aiguille. Vous pensez que si on avait accepté et si on avait appliqué, c'est que Oumniobé voulait une langue africaine, on aurait les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et il y a eu des gens qui l'ont suivi. Et qui, même du côté qu'on dit anglophone, Ndé Toumaza était pour un One Cameroun. Il avait un parti qui s'appelait One Cameroun, Ndé Toumaza. Est-ce qu'on apprend ça dans nos écoles? Moi, je parle de Ndé Toumaza parce que je l'ai connu. Parce que j'y suis allé. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Il se battait. Quand ceux qui avaient une véritable vision de notre pays disaient non, pas d'indépendance, il faut d'abord la réunification et ensuite l'indépendance. Les Français qui voyaient dans cette manœuvre très intelligente et très patriotique une démarche qui garantissait notre indépendance et notre souveraineté,
ils n'ont pas accepté, les Français n'ont pas accepté cela. Ils se sont comportés ici comme si le Cameroun était une colonie. Et le résultat, nous l'avons aujourd'hui. Non, il y a certes des prévaricateurs qui sont devenus prévaricateurs parce que l'éducation reçue les y conduit. Ils sont devenus prévaricateurs parce que le vénérable de sa loge l'y oblige. Ils sont devenus prévaricateurs parce que on lui dit que le sang du Christ est ceci, et on finit par égorger les enfants pour boire le sang. Non. Notre responsabilité aujourd'hui est très, très moindre. Mais elle existe pour ceux qui sont allés à l'école et qui devraient comprendre ce qui se passe. D'accord. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre émission Sagesse Kamit. Nous allons prendre une courte transition afin de revenir pour la dernière dorsale en guise de conclusion de cette émission. A tout de suite. Retour sur le plateau, vous êtes sur Kemet Télévision et vous faites bien. Alors, patriarche, nous allons sortir bientôt de l'émission. Nous allons aborder la dernière dorsale, comme je l'ai dit tantôt. On va voir, n'est-ce pas, les avantages de l'éducation traditionnelle et même les avantages de l'éducation dite moderne pour voir si on peut en tirer quelque chose qui permettrait quand même l'épanouissement, n'est-ce pas, de notre continent. On va commencer avec l'éducation traditionnelle. Qu'est-ce qu'on a comme avantage de cette éducation traditionnelle qui peut encore permettre, n'est-ce pas, au continent africain aujourd'hui de s'en servir pour son épanouissement justement? Je veux commencer par l'humanité. L'éducation traditionnelle est à 100% humaine. Et c'est lorsqu'on introduit l'individualisme américano-occidental que les problèmes naissent. Pourquoi je dis que c'est humain? L'Africain, le Camerounais, je parle de ceux que je connais, on ne vendait pas la banane douce, comme on l'appelle. Non. Quand elle est mûre, on accroche à la véranda. Tout passant qui a envie de manger la banane vient, prend 2 ou 3 doigts, mange et s'en va. Ça s'est passé comme ça? Absolument. Ça veut dire que l'être était au centre des préoccupations. Voilà. Et la vie de l'autre avait une certaine valeur. Et on n'était pas, comme j'ai parlé de celui qui prévoyait qu'on élimine les vieux tout à l'heure. Oui. Ce n'était pas dans nos cordes. On respectait la vie des autres. On respectait, on dit, même le voisinage. Dans ma langue, le voisinage est une parenté. C'est-à-dire ton voisin devient un parent. Et on nous expliquait que lorsqu'on est quelque part, si vous arrive quelque chose et que vous criez, c'est votre voisin qui va être le premier à entendre et à intervenir. Mais aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui s'est passée dans l'arrondissement de mon épouse. On agresse les gens devant la brigade de ça. Les gendarmes regardent comme ça. Ils ne font rien. Il faut que ce soit les populations. Et les populations continuent au moins à être assez attentives. Donc, l'éducation traditionnelle était donc humaine. Tu m'as même dit quelque chose en off tout à l'heure en parlant justement du nouveau code de procédure pénale. Voilà. Cité. Hein?
musulman est considéré comme une infraction. La mendicité est considérée comme une infraction dans notre code pénal. Les articles 245 et 246 le disent. On n'a pas le droit de demander quelque chose à quelqu'un. Ils disent lorsqu'on a les moyens ou lorsqu'on peut se le procurer par le travail. Ok, on peut se le procurer par le travail qui n'existe pas au Cameroun. On fait comment? Les chômeurs font comment? Ils peuvent travailler, ils veulent travailler, mais il n'y a pas de travail. Et s'ils demandent quelque chose, ils tombent sous le coup de l'article 245 du Code pénal. Oh, ça n'existait pas dans nos coutumes, dans l'éducation traditionnelle, justement. Incroyable. J'ai pris le cas, par exemple, de la banane dont on a accroché le régime à la véranda. Et il n'y avait même plus que cela. Puisqu'on mangeait toujours en groupe, quand vous mangez, vous ne pouvez laisser personne passer. Comme ça, ils vous regardent. Non, vous dites, hey, on dit, ôtez leur billet, diga, zouga, zidi. C'est-à-dire, comment tu passes alors que nous on mange? Viens manger. Or, dans votre culture. On ferme plutôt la porte quand on voit quelqu'un venir. Mais si on est gentil et que la personne est déjà dedans, on prend le journal. On lui donne et il lit le journal pendant qu'on mange. Et c'est cela. Et les gens continuent à venir vous parler de Dieu a voulu que machin et ceci. Non, cette histoire-là ne nous concerne pas. Nous connaissons Dieu mieux que ceux qui nous racontent des histoires. Leur individualisme-là est venu de la culture étrangère. Appelons ça de manière triviale comme ça. Oui. Dans le sens véritable qu'il faut donner à l'éducation traditionnelle, c'est l'humain qui est au centre, n'est-ce pas, de nos préoccupations. Qui était au centre de nos préoccupations. Mais on avait des choses fantastiques. Je prends le cas, par exemple. Tu sais comment on faisait les plantations dans mon village? Non. Niamsi ne faisait pas son champ seul. Si demain tu vas faire le champ, c'est le village qui vient. C'est un jour, le champ est fini. Hein? Voilà comment ça se passait à Indama. C'est-à-dire à une autre personne. Vous comprenez qu'il y avait de tels liens qui excluent de manière systématique l'individualisme. C'est-à-dire à partir même des travaux champêtres, il y avait une solidarité qui naissait entre les membres de la communauté. Et effectivement, et cela n'existe plus. Pour que les gens viennent faire ton champ, il faut leur dire combien tu vas payer. On ne connaissait pas ça. Donc, c'est lui qui, parce qu'il se dit docteur ou professeur, et vous voulez donc qu'on fasse marche arrière. Pourquoi tu portes la cravate? Pourquoi tu portes l'habit alors que tu parles mal du blanc? Toutes ces choses-là viennent de chez moi. Tout ce qui fabrique, c'est ce dont tu parles d'ici. Et c'est les mêmes blancs qui ont mis à la tête de nos pays des gens qui ne veulent pas encourager l'industrialisation pour que leurs intérêts soient sauvegardés. C'est cela. Parce que imaginez un seul instant une France qui ne reçoit aucun gramme d'uranium du Niger. Cette France-là va vendre l'uranium comme elle le fait. Elle aurait fait sa première bombe avec quoi? Donc, il y a intérêt pour les néocolons, il y a intérêt que nous soyons sous la coupe des loges, sous la coupe des religions, sous la coupe de l'éducation. D'accord, patriarche. Est-ce que dans l'éducation traditionnelle, y avait-il des inconvénients, infimes soient-ils? Aucune culture n'est, je vais utiliser le mot que je n'aime pas beaucoup, sainte. C'est-à-dire que
chaque communauté a des choses qui sont bien et d'autres qui le sont moins. Dire qu'il n'y avait pas... Je prends par exemple le cas, et ça vient d'ailleurs de très loin, je vais laisser les égyptologues en parler. Il était... Qu'est-ce qu'on faisait lorsque un polygame meurt? On prend sa plus jeune femme, on met en bas, on pose le cadavre dessus. Parce qu'il ne faut pas qu'il rentre, qu'il parte seul, qui va aller le servir. Je veux bien comprendre ça de nouveau, patriarche. C'est-à-dire, quand un polygame mourait, on prenait une de ses épouses vivantes, on l'enterrait avec. ça c'était un crime. Mais bien sûr, et ces familles-là, mon cher Niamsi, ces familles-là le payent aujourd'hui. C'est à peine si on peut retrouver quelques descendants. À peine, hein. Au village, je ne sais pas s'ils sont deux. Ils sont tous morts. Ils ont été décimés par ce mauvais karma. Donc, on ne peut pas prétendre que nous, on n'avait rien à nous reprocher. Encore que le reproche, c'est en fonction des valeurs de la communauté. Exactement. C'est en fonction, parce qu'un péché, c'est quoi? C'est la violation des valeurs de la communauté. Un péché, il n'y a pas... regardez, lorsqu'on a voulu universaliser le péché, ne tue pas, alors qu'on te dit que c'est Dieu qui t'a créé. Et il te donne la capacité de tuer, il te dit en même temps de ne pas tuer. Parce que lui-même est l'éternel des armées. Et puis on te dit éternel des armées. Il y a de telles contradictions dans ces cultures que je dis, moi je reconnais ce qui n'était pas bien chez nous et qui aurait évolué si on nous avait laissé évoluer. Mais malheureusement, on nous a pris en plein vol, on nous a obligés de faire un certain nombre de choses et nous sommes devenus des hybrides qui ne sont plus ni blancs ni noirs. Et ça, c'est très très mauvais. Parce que notre mélanine là existe parce que le soleil est là pour faire le job. Donc, qu'on décide de s'en débarrasser, comme cela c'est le cas, et c'est si je fais ce glissement, c'est que c'est exactement ce que nous avons fait en matière de culture. Nous avons voulu gommer notre culture, ou on nous a mené à gommer notre culture pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui, en fait, que nous soyons des esclaves de la communauté internationale autoproclamée. D'accord, patriarche. Venons-en, peut-être pour terminer l'émission, à l'éducation dite moderne, c'est-à-dire l'éducation d'aujourd'hui du XXIe siècle. Peut-on en tirer quand même quelques avantages sur lesquels on peut s'appuyer justement pour bâtir notre continent qui se meurt, ça il faut le dire. Il nous appartient à nous de faire le tri. Comme je l'ai dit, toute culture a des bonnes choses et de moins bonnes choses. La nôtre ne fait pas exception. Je dis donc qu'il faut trier ce qui est mauvais et ce qui est mauvais, c'est-à-dire qui n'est pas utile à notre communauté. Nous devons le laisser. Et j'ai pris le cas des polygames qui, mourant, étaient enterrés avec la plus jeune épouse. Parce qu'il faut que ce soit elle qui te serve dans l'au-delà. Ce n'était pas une très bonne chose. Quand j'ai dit que ça vient de loin, ça vient d'Égypte. Effectivement, je te suis souvent avec les égyptologues, on a trouvé des tombeaux où les patrons étaient enterrés avec d'autres personnes. Exactement. Donc, ça vient de loin, mais ce n'était pas une bonne chose.
l'éducation des Blancs est une bonne chose si elle reste humaine. Si elle dérape, comme c'est le cas, ou ce qui est important, c'est ce qu'on gagne quand on pose un acte. À partir du moment où l'homme a une valeur, devient une marchandise, à partir du moment où un homme n'est plus au sommet de la création et qui devient quelque chose qu'on peut tuer, qu'on peut brûler, qu'on peut vendre. Nous l'avons vu avec la colonisation. J'ai dit, il nous appartient à nous, Africains, de dire le cap, de choisir le cap. Donc de revenir sur le bon chemin. Pour que, sinon, parce que c'est l'Afrique qui doit sauver le monde. Justement. Sinon, c'est la catastrophe. Il va arriver ce que quelqu'un disait, que le monde est né sans l'homme. Il risque de finir sans l'homme. C'est justement la question que j'allais te poser pour sortir définitivement de l'émission, celle de savoir le conseil que tu donnes à cette jeunesse africaine qui est justement agressée par le système éducatif de l'autre. Comment doit-elle se comporter aujourd'hui? C'est peut-être simpliste. Le Camerounais ou l'Africain doit rester africain, comme le Japonais est japonais, le Chinois est chinois, l'Américain est américain, l'Anglais est anglais. Il y a des choses qui font qu'on distingue que ça c'est un Américain, que ça c'est un Anglais. On commence par la langue. Peut-être c'est facile de le dire, patriarche, mais quelle est la démarche pour celui qui regarde cette émission à ce moment? Il va se dire, ok, demain matin je me lève, comment est-ce que je dois m'y prendre? Cette décision, elle doit peut-être être collective, mais elle doit être prise par le sommet de l'État. C'est le sommet de l'État qui monte le cap. Et je l'ai dit en passant, on l'a compris. Et la plupart de nos chefs d'État sont des esclaves de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de l'Opus Dei, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai dit, il est important qu'on redevienne africain et qu'on impose cela aux autres. Parce que, regardez les armes qui étaient les nôtres, pour comprendre ce que je dis. Nous savions tuer à distance. Si je veux tuer Niamsi, qui est à Balmayo, à Garoua, à Paris, je lui envoie la foudre. Même s'il est entre 10, 20, 100 personnes, la foudre ne frappe que Niamsi. Vous pouvez me montrer l'arme qui a aujourd'hui, l'arme moderne qui a cette précision et cette intelligence? Pas du tout. Voilà. Nous, on combattait avec les abeilles. L'abeille connaissait l'ennemi. On donnait l'or aux abeilles et les abeilles faisaient. On ne se déplaçait pas. Ça vient dans ton quartier, on lui dit, tu fais nous le job là-bas, comme j'entends ces derniers temps. Hein? L'abeille vient, te pique, c'est tout. Et tu es un homme mort. Tu es une femme morte. Et c'est encore possible aujourd'hui, patriarche? C'est devenu vraiment assez difficile. Parce que ceux qui avaient ce pouvoir, cette connaissance, ceux qui nous ont colonisés étaient très intelligents. Quand on fait traîner quelque chose, on sait qu'il y a une espérance de vie, n'est-ce pas? Et
si j'ai un pouvoir et que je ne laisse pas les secrets de ce pouvoir, mon cher ami, quand on regarde au Cameroun, il y a très peu de centenaires. Hein. Il y a très peu de centenaires. On sait qu'après 100 ans, ce pouvoir est parti, puisque notre culture était orale. C'est oralement qu'on instruisait les gens. Et oralement, on leur disait qu'est-ce qu'il faut faire avec la nature, comment il faut observer la nature, comment il faut utiliser la nature. Mais lorsque... Avant de mourir, les patriarches se transmettaient. Oui, les patriarches transmettaient, mais lorsque aujourd'hui, que Niamsi a été à l'école et il veut travailler, et puis on lui dit, monsieur, ou tu baisses la culotte, ou tu fous le camp. Si c'est une fille, ou tu acceptes qu'on couche avec toi pendant tes règles, ou tu fous le camp. Et ça commence, ça demande un temps, et puis tout est fini puisque ce n'est pas écrit. Ils l'ont su, c'est ça la faiblesse. Or aujourd'hui, nous savons écrire. Tu vois qui prendre la peine d'écrire. Je te jure, le simple livre que je viens de sortir et qui dit des choses ne plaît pas à toute ma famille, à tout le monde dans ma famille. Je suis dans le regret de l'avouer. Il y en a qui sont contents et d'autres qui ne voulaient même pas. Il y a un qui m'a demandé, bon, tu viens soulever un problème de plus de 40 ans. Si on te donne l'argent, tu vas faire quoi avec ça? Est-ce que tu entends? J'ai 12 enfants. Hein? Il me demande ce que je vais faire avec. J'ai mon village qui a besoin des améliorations. Quelqu'un me demande qu'est-ce que je vais faire avec l'argent. Il y a toujours à faire avec l'argent, même prendre soin de toi, patriarche. Mais prendre soin de moi et, par exemple, améliorer l'habitat de mon village. Je ne fais pas comme un de nos frères. Je suis bien obligé de dire sans donner son nom, qui a construit une maison de plus de 60 chambres chez lui. S'il avait construit une des maisons de 3 chambres, si son village est moderne, comme vous dites, si on ne l'oublie jamais, si il serait devenu le Dieu. Il restait positivement dans l'histoire de son village. Mais c'est quoi la vie, finalement? La vie, monsieur Niamsi Yomba, la vie, c'est ce qu'on laisse. C'est pas ce que tu as bouffé, et puis la partie dont le corps n'avait pas besoin est sortie par l'orifice qui est consacré à cela. Donc, quand un homme va dans l'au-delà, ce qui est important, c'est ce qu'il laisse. Et c'est pour ça que déjà, nos ancêtres, nos parents disaient que c'est l'homme qui est la richesse. Donc, déjà, tu dois laisser une progéniture. Et en dehors de la progéniture, tu dois laisser des œuvres. Ils ont ça dans la Bible, mais non, personne n'applique ça. Personne n'applique. Ok, merci infiniment, patriarche. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec toi. Ok, c'est moi qui vous dis merci, vous, toute l'équipe, parce que notre devoir et notre impérieux devoir est de dire aujourd'hui, nous ne sommes plus, c'est l'oralité maintenant, mais ce que je dis là, on pourra l'écouter dans 100 ans. Exactement. Donc, ce n'est plus comme la culture était simplement exclusivement orale et n'avait pas, il n'y avait pas moyen de retenir quelque chose à partir du moment où le dépositaire de la connaissance n'est plus là. Donc maintenant, ce n'est plus ça. Et je remercie
Kemet TV d'avoir choisi de travailler dans le sens de l'évolution positive de l'Afrique, parce que c'est cela notre devoir. C'est avec ces mots du patriarche Bilo Aïssi que nous mettons un terme à cette autre édition de votre émission Sagesse Kemet. Restez connectés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur Kemet Télévision, madame, monsieur, chers téléspectateurs, et à très bientôt pour une nouvelle édition. Salut.